Bonjour mes écolos préférés. Les personnes qui achètent une voiture électrique sont très souvent perdues pour optimiser son utilisation d'un point de vue écologique. Je les comprends car c'est un nouvel univers à apprivoiser et personne ne les guide, surtout pas les concessionnaires. Dans la vidéo précédente, on avait vu que c'était au moment de l'achat de la voiture électrique qu'on a les plus gros gains écologiques à faire. Néanmoins, il y en a aussi pas mal à l'utilisation. Je vous propose dans cette vidéo 10 astuces pour utiliser votre future ou actuelle voiture électrique de la façon la plus écologique possible. Allez, arrête avec ce générique, on a trop de choses importantes à voir. Allez, on passe à la première astuce. L'impact carbone d'une voiture est surtout dans la fabrication de sa batterie, peu sur son utilisation, en France en tout cas. Il y a donc tout intérêt à pouvoir la mener le plus loin possible pour lisser l'impact carbone sur le plus grand nombre de kilomètres possible. Et ça passe par bien gérer sa batterie. L'idéal pour le quotidien est de conserver un niveau de batterie compris entre 20 et 80%. Alors oui, bien sûr, vous pouvez de temps en temps dépasser ces deux limites, mais pour ne pas réduire la longévité de votre batterie, ça vaut le coup de le réserver au long trajet. Sur ce graphique, les chercheurs se sont amusés à faire des cycles de décharge et de voir l'impact en abscisse sur le nombre de cycles que la batterie pourrait faire et en ordonnée sur sa perte de capacité. On s'aperçoit que les trois courbes du bas sont pour les batteries qui étaient chargées à 100%. Et la différence entre les trois courbes est selon si on la décharge de 75, 60 ou 50%. Les trois courbes du haut sont pour quand la batterie est chargée à 75%. Donc chargée à 100% détériore bien plus la batterie que à 75%. Sur ce graphique, on nous présente le nombre de cycles que l'on peut faire selon le DOD. Le DOD veut dire profondeur de décharge, c'est-à-dire de combien tu décharges la batterie. 10% c'est que tu l'as déchargée de 10%. 100% c'est que tu l'as vidée complètement. Ce graphe montre que plus vous avez une décharge faible, plus le nombre de cycles que vous pouvez faire est important. Prenez avec pincette ce graphique parce que quand il montre à 100% et qu'il y a très peu de cycles possibles, c'est complètement faux aujourd'hui avec les batteries que l'on a. Bref, au-delà des chiffres, retenez avec ce graphique qu'il y a un fort intérêt à brancher tous les soirs votre voiture quand vous rentrez pour l'amener à max 80%. Et pourtant, 59% des Français attendent d'être en dessous de 40% de batterie pour recharger leur voiture. Bon là, je dois être totalement transparent avec vous. Un autre chercheur m'a dit qu'il ne fallait pas spécialement recharger tous les soirs. Je le cite. En théorie, le mieux serait de ne charger que lorsque c'est nécessaire. Alors laisser glisser sur 2-3 jours serait mieux que tous les jours charger à 80%. Ça peut paraître bizarre d'avoir deux points de vue diamétralement opposés. Mais il faut comprendre que les chercheurs testent les batteries en labo sur des courtes périodes car ils ne peuvent pas la tester pendant 10 ans. Donc mesurer l'impact sur le vieillissement calendaire, c'est pas vraiment possible. Et puis un labo, ce n'est jamais la vraie vie. Il y a tellement de chimies de batteries différentes, de trajets différents, de façons différentes d'utiliser sa batterie, que de tirer de grandes généralités, c'est compliqué. La seule qui est sûre, il vaut mieux rester entre 20 et 80%. Et si tu fais ça, tu as fait la plus grosse partie du boulot. Néanmoins, j'ai tendance à trancher en faveur des mini-cycles. Une étude a d'ailleurs montré que de faire régulièrement de microcycles de décharge de moins de 1% pouvait augmenter la durée de vie de la batterie de 31 à 50%. Vous allez dire qu'une décharge de 1% c'est complètement idiot, mais c'est par exemple ce qui se passe dans la vraie vie, quand vous faites des montées de descente et que la voiture se recharge grâce à la descente. Bref, un laboratoire ce n'est pas la vraie vie, donc certaines recommandations pourraient changer avec de nouvelles chimies de batterie. Autre astuce pour garder votre batterie en bon état. Si vous descendez en dessous de 20%, pensez à recharger rapidement votre batterie tant que la batterie est encore chaude. Il est préférable de se recharger sur des bornes lentes ou à domicile que sur des bornes rapides qu'il faut plutôt privilégier que pour les longs trajets. Et en fait ça, ce n'est pas vrai pour toutes les batteries. Chez Tesla, il a été montré que l'impact des superchargeurs sur les batteries était quasi nul. Vous voyez la différence entre beaucoup se recharger sur des superchargeurs en bleu ou très rarement en vert. Encore un exemple de différence entre la théorie et la pratique. Il y a une chose que tous les chercheurs par contre ont souligné fortement, le pire du pire pour une batterie, la recharge rapide à froid. Et ça peut dégrader de manière définitive la batterie, mais normalement votre BMS contrôle ça. Le BMS c'est le système électronique de contrôle de votre batterie. Et dernière chose, si vous prévoyez de ne pas utiliser votre voiture pendant un mois parce que vous partez en vacances par exemple, là il vaut mieux être proche de 50%. Ben voilà, maintenant vous savez comment bichonner votre batterie. Regardez le profil moyen du réseau électrique français. La consommation augmente à partir de 5 h le matin pour atteindre un pic vers 9 h et le soir de 18 h à 21 h car on rentre chez nous et on commence à cuisiner, regarder la télé, allumer la lumière mais aussi brancher notre voiture. Or très souvent ce pic de consommation coïncide avec la période dans la journée où le mix est le plus carboné.
car on démarre des centrales à gaz et au charbon un peu partout en Europe pour passer ce pic. Revenons à notre courbe. On voit que l'idéal est de recharger votre voiture de 23 h le soir à 5 h le matin. Et ça tombe bien, car les voitures proposent en général un système qui, même si vous branchez votre véhicule sur la prise à 18 h en rentrant, la charge ne se mettra en route qu'à 23 h. Vous vous dites, ben oui, c'est évident, et pourtant 65% des propriétaires de véhicules électriques ne pilotent pas leur charge et ne font pas ce petit effort. Même si ce n'est pas parfait, je vous suggère de passer sur le forfait Tempo d'EDF qui vous indiquera les 22 jours dans l'année où le réseau électrique est très carboné, durant lequel il faudra éviter de recharger votre voiture sous peine de payer 3 fois plus cher. Mais le reste de l'année, c'est beaucoup moins cher. Écolo et bon pour votre portefeuille. Bon, dans les faits, on pourrait aller beaucoup plus loin car il n'est pas rare que le contenu carbone de l'électricité varie d'un facteur de 1 à 3 dans la même journée. Vu qu'il n'y a pas, à ma connaissance, une offre adaptée, vous devez vous débrouiller avec l'application EcoWatt qui vous fait une météo de l'électricité pour consommer au meilleur moment. Et puis si vous disposez de panneaux solaires, vous pourriez également recharger quand vous produisez de l'électricité avec ces panneaux. Mais ça, c'est tellement passionnant que je ferai une vidéo que sur ça pour bien mesurer les avantages et inconvénients et autres illusions. Une batterie peut être chargée entre 0 et 45 degrés. Et pour son utilisation, la fourchette va de moins 20 à 60 degrés. Ce que l'on déduit, c'est que les batteries au lithium n'aiment pas bien les fortes chaleurs. À partir de 30 degrés, la vitesse de vieillissement calendaire double tous les 10 degrés. Garer sa voiture en plein soleil peut augmenter la température de la batterie jusqu'à 7 degrés. Donc privilégiez les places à l'ombre ou rentrez votre voiture dans un parking ou construisez un petit abri tout mignon. Et pour l'hiver, stationnez sa voiture dans un lieu fermé, type un garage, qui aidera à maintenir une température plus élevée autour de la batterie, prévenant ainsi la baisse de performance due au froid. À 0 degré, on parle d'une perte de 15 à 20% d'autonomie, comme à 40 degrés d'ailleurs. Et une baisse de performance, c'est du CO2 en plus. Le froid n'abîme pas la batterie, sauf si vous faites une charge rapide en dessous de 0 degré, comme je l'avais dit précédemment. Si je résume, du point de vue de la batterie, le chaud impacte le vieillissement calendaire, le froid engendre une résistance interne élevée, donc vieillissement à la recharge et plus de pertes énergétiques. Renault compte plus 60% de conso l'hiver par rapport à l'été à cause de la résistance interne de la batterie, mais aussi beaucoup à cause de la conso du chauffage. Parlons du chauffage justement. Allumer le chauffage dans une voiture électrique nécessite d'utiliser la batterie de la voiture car le moteur d'une voiture électrique, contrairement aux voitures thermiques, produit très peu de chaleur. Pour chauffer l'habitacle, on utilise une résistance chauffante très consommatrice d'électricité, mais le plus souvent, ce sont des pompes à chaleur qui permettent de prendre des calories de l'extérieur pour chauffer l'intérieur. Tout ça, ça consomme, selon les modèles, de 500 à 3000 watts, donc ça tape dans l'autonomie de la voiture. Volkswagen parle d'une baisse de l'autonomie de 10 à 15%, mais ça peut être bien plus selon la température. Mais quand on parle de chauffage, c'est pareil que pour une maison. C'est beaucoup plus efficace de chauffer son corps plutôt que tout l'air de l'habitacle. C'est pour ça, perso, dans ma voiture, je garde mon manteau et mon bonnet, et on a mis une petite couverture pour chaque passager parce qu'on est sympa. Je sais, certains doivent se dire que je suis taré, mais ça marche très bien. Je vous rassure maintenant, pas mal de modèles proposent un siège chauffant et un volant chauffant. L'usage simultané de ces deux équipements, c'est une perte seulement de 1%, soit environ 1 km d'autonomie perdue pour 100 km parcourus. Rien du tout. Donc préférez ces solutions que de chauffer tout l'habitacle. Alors, pour être tout à fait honnête, dans la pratique, on est obligé de mettre de temps en temps un coup de soufflerie car de la buée se forme sur le pare-brise. Si jamais vous êtes du genre à aimer conduire dans un habitacle chaud, ce sera plus économe en énergie de préchauffer la voiture quand votre voiture est encore branchée au secteur. Cela évitera de taper dans la batterie et donc d'utiliser de l'électricité qui aurait dû être stockée puis utilisée, donc d'éviter les pertes de conversion et tout ça. Ensuite, quand vous conduirez, le chauffage ne sera sollicité que pour maintenir la température de l'habitacle. Mais dans ce cas, utilisez plutôt les sièges chauffants, c'est tellement agréable pour les fesses. Et si vous suivez ces conseils, ça diminue encore plus l'intérêt d'avoir une pompe à chaleur pour l'hiver, soit dit en passant. Et si rouler à 110 faisait gagner du temps? Plus tu roules vite, plus tu consommes, c'est logique. En moyenne, les tests montrent un écart de consommation pour les voitures électriques entre 110 et 130 de 26,4%. C'est pas rien, plus d'un quart en plus. 26,4%, ce n'est pas seulement de l'électricité consommée en moins, ça permet d'envisager d'acheter une voiture avec une batterie un quart plus petite, pour la même autonomie. Mais surtout, c'est un quart de recharge rapide en moins, donc tu gagnes en durée de vie de ta batterie et tu fais moins appel à la puissance du réseau.
Et tu gagnes en souplesse de recharge lors de longues itinérances en consommant un quart en moins. Bon, à la rigueur, un quart de conso en plus, si c'est pour gagner beaucoup de temps, pourquoi pas. Et c'est là que c'est pas si évident. Plus tu consommes, plus tu dois passer du temps à une station de recharge pour recharger la voiture. Donc ce que tu gagnes sur la route, tu pourrais le perdre en partie à la station de recharge. Le site Automobile Propre a fait des tests avec une voiture qui recharge assez rapidement et qui a un faible écart de conso entre 110 et 130. C'est la MG4. Ils ont réalisé 500 km. À 130 km/h, charge comprise, ils ont mis que 20 minutes de moins qu'à 110 et dépensé 11,20 € de plus. A noter qu'avec ce modèle qui se recharge vite, le fait d'arriver avec une batterie plus déchargée ne joue quasiment pas. C'est donc logiquement plus lent de rouler à 110 charge comprise qu'à 130. En fait, ça dépend finalement de votre modèle. Pour d'autres modèles qui se rechargent plus lentement, l'écart aurait été moindre entre rouler à 110 au lieu de 130, voire même être positif pour le 110 km/h comme avec une Twingo électrique. Mais bon, au fond, 20 minutes de retard pour 500 km, pour consommer un quart en moins, moins dégrader votre batterie, moins tirer sur le réseau et même viser une batterie un quart plus petite, perso ça me laisse rêveur de voir les autoroutes passer à 110. Conduire une voiture électrique de façon écolo, ce n'est pas la même chose que conduire une thermique. Déjà oui, il faut lutter contre l'envie de mettre de fortes accélérations car les voitures électriques développent un fort couple dès que l'on appuie sur la pédale et qu'en plus souvent les constructeurs vous vendent des voitures hyper puissantes. Tu peux facilement gagner 10 à 15% de consommation si tu roules plus pépère. Mais je voulais surtout vous parler d'une innovation avec la voiture électrique, le One Pedal Drive. Dans une voiture normale, vous avez 3 pédales, on est d'accord, embrayage, frein et accélérateur. Dans une voiture électrique, vous n'avez plus l'embrayage, ça ok, et bien sûr vous avez toujours le frein. Mais ce qui est génial avec les voitures électriques, c'est qu'elles possèdent un freinage régénératif. C'est-à-dire qu'au lieu d'activer les freins, l'essieu des roues vient entraîner des aimants du moteur électrique, ce qui produit de l'électricité vers la batterie, permettant ainsi de la recharger. Souvent sur les modèles, vous pouvez rendre ce freinage régénératif plus ou moins puissant en jouant avec des manettes. Sur une Zoé par exemple, c'est pas possible sauf à passer au point neutre, mais c'est pas recommandé. Dommage, elle a un bon roue libre. Votre concessionnaire vous explique qu'il faut privilégier ce mode de freinage pour recharger la batterie, pour transformer l'inertie de votre voiture en énergie électrique. C'est même devenu un critère d'évaluation d'une voiture par certaines personnes. Super, un freinage régénératif puissant, c'est bon signe. Oui, mais non. En fait, c'est utile en ville, oui, ou sur des descentes sinueuses qui t'imposent de freiner tout le temps. Mais ce n'est pas le cas sur la nationale par exemple. Sur ce type de route, on ne veut pas recharger la batterie, ce qui reviendrait à freiner un peu la voiture. On veut au contraire glisser le plus longtemps possible en limitant toute perte pour profiter de l'élan afin d'aller le plus loin possible. Laisse rouler, man. Florent Coste, qui m'accompagne sur cette vidéo, me vante justement que sa Ioniq 28 est capable de rouler pendant des centaines de mètres sans rien toucher, bien mieux qu'une voiture thermique. Donc je résume, sur le national autoroute rocade, il est bien plus efficace de laisser rouler sa voiture plutôt que d'utiliser la conduite en one pedal. En agglomération, il reste confortable de pouvoir compter sur le freinage de la voiture au lever de pied. Donc le one pedal, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Un planificateur d'itinéraire type ABRP ou ChargeMap permet en entrant son itinéraire de charger au mieux la batterie de la voiture qu'on choisit. Un planificateur tient compte du modèle de votre voiture, de l'état de charge de votre batterie, du trafic, de la météo, de l'emplacement et occupation des bornes, bref c'est un must. Cela vous permettra de charger que le strict minimum en itinérance et ainsi d'utiliser au minimum les bornes de recharge rapide qui peuvent mettre en tension le réseau à des moments les plus carbonés et de laisser la place aux autres. Le planificateur vous dira d'ailleurs la différence de temps entre rouler à 110 et 130, vous encourageant parfois à préférer le 110 pour éviter un arrêt supplémentaire. Souvent, pas toujours, mais souvent, les planificateurs embarqués dans les voitures n'arrivent pas à la cheville de ceux développés de manière spécifique comme ABRP ou ChargeMap. La seule utilité à utiliser celui de la voiture, c'est pour lancer le préchauffage de la batterie en cas de température fraîche, afin d'optimiser la puissance de charge. Certaines voitures permettent tout de même de lancer le préchauffage par un bouton. Pour recharger votre voiture à domicile, vous avez plusieurs possibilités. Soit une prise classique, soit une prise renforcée, soit une borne de recharge plus puissante type Wallbox. Eh bien, elles ne se valent pas toutes écologiquement parlant. Quand vous rechargez une voiture électrique, vous avez des pertes. Si vous mettez 1 kWh en entrée, vous n'avez jamais 1 kWh dans votre batterie.
Vous avez des pertes dues à la transformation du courant alternatif du réseau en courant continu, mais aussi à cause de l'électronique de charge et dans le câble de recharge, surtout s'il est long. 56% des Français branchent leur véhicule sur une prise classique charge lente à domicile. Or, avec une telle prise, vous avez des pertes importantes. L'Automobile Club allemand a montré 24% de pertes pour une Zoé branchée sur une prise classique de 2,3 kW et seulement 10% de pertes avec un boîtier mural de 11 kW. Avec une Tesla Model 3, on avait 15% de pertes sur une prise classique et 8% seulement avec le boîtier mural. Ou avec une Fiat 500, 12,7 contre 6,3%. Sur un forum, un Français a montré ses tests avec une Zoé. Sous 8 ampères, il n'a un rendement que d'environ 50%. Donc ça, c'est quand il se branche sur une prise classique. Il faut comprendre que s'il consomme 100 à son compteur, il n'aura que 50 dans sa batterie. Au-dessus de 13 ampères, par contre, il a un rendement de 80%. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt à être sur une prise renforcée. Des pertes en plus, c'est du CO2 en plus, mais c'est surtout des sous en plus. La chaîne EV Dabler a fait des tests sur une Ioniq 28 avec une wallbox à différentes puissances. C'est édifiant. À 6 ampères, on a 30% de perte. À 16 ampères, plus que 10%. C'est dingue cette différence. 16 ampères, c'est l'équivalent d'une prise renforcée type GreenUp. Donc première chose minimum à faire est d'installer une prise type GreenUp ou autre qui permettra de monter à 3,7 kW et vous permettra de charger 2 fois plus rapidement et d'avoir moins de pertes. Il reste donc la troisième option, une prise type wallbox. Mais est-ce que ça vaut le coup écologiquement parlant de passer à une wallbox? Car au-delà de 16 ampères, il y a certes toujours moins de pertes, mais l'écart n'est plus si important. Alors la réponse est oui et non. Regardons d'abord le nom. C'est encore du matos et de l'électronique en plus, et c'est surtout ça nécessite une augmentation de la puissance de votre abonnement, donc de derrière dimensionner le réseau national, ce qui est le véritable coût carbone de l'électricité en France. Mais par contre, si vous êtes un gros rouleur journalier et que la recharge suggérée entre 23h et 5h du matin ne permet pas de couvrir votre usage quotidien, dans ce cas, il y a un intérêt à avoir une borne type wallbox pour faire rentrer la recharge nécessaire pendant cette plage horaire. Et en plus, vous aurez moins de pertes à la recharge. Un autre cas où la wallbox peut se justifier, si vous êtes prêt à recharger au moment les plus décarbonés du réseau en regardant l'appli EcoWatt, le fait d'avoir plus de puissance avec une wallbox, ça permet de recharger votre voiture vraiment au moment les plus décarbonés. Et puis si vous avez des panneaux solaires, ah non, chut, j'ai dit que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai trop envie d'en parler. Votre voiture électrique doit devenir votre voiture principale, pour 2 raisons. Premièrement, le coût carbone de votre voiture électrique est dans sa fabrication, très peu dans son utilisation. Surtout en France avec un mix électrique très décarboné. Et la deuxième raison est que si vous chargez correctement votre batterie, ce n'est pas son usage qui va dégrader la batterie, mais plutôt son âge. Oui, mais quand même, la recharger, ça va l'user. Sauf si vous faites n'importe quoi avec votre batterie, il est très facile de faire 300 000 km avec les batteries actuelles. Je dis 300 000 km pour être ultra conservateur. Déjà aujourd'hui, un Allemand a fait 1,9 million de kilomètres avec sa Tesla en utilisant 3 jeux de batterie, soit 645 000 km par batterie. Et les batteries s'améliorent nettement. Dit plus simplement, ne craignez pas d'user votre voiture avec beaucoup de cyclage en suivant mes recommandations de la vidéo. Elle vieillira surtout en calendaire. Donc chaque fois que c'est possible, prenez votre voiture électrique plutôt que la thermique du conjoint ou d'un copain lors du covoiturage. Rien de plus triste qu'une super batterie de 500 kg qui vieillit au soleil sans rien faire pendant 95% de son temps. Tiens, on pourrait pas l'utiliser pour alimenter la maison? Ah, j'en dis trop, c'est dans une prochaine vidéo. Un petit bémol par rapport à l'astuce précédente. Si je reprends les chiffres de consommation de la Renault Mégane pour 100 km, je vais émettre 576 g de CO2 contre 14 kg en thermique, soit 24 fois moins. Si on fait l'analyse du cycle de vie d'une voiture thermique et d'une voiture électrique, c'est-à-dire son bilan carbone pour sa fabrication, son utilisation, son recyclage, la voiture électrique émet en moyenne environ 3 fois moins qu'une voiture thermique. L'Université technique d'Eindhoven parle d'un bilan plus léger de 50 à 80% par rapport au modèle diesel ou à essence similaire. Quand vous avez une voiture électrique, vous savez que son utilisation engendre peu de CO2 et donc vous serez vite tenté d'utiliser votre voiture au lieu de prendre les transports en commun, le train ou le vélo. C'est ce que l'on nomme l'effet rebond. Une voiture plus efficace et moins polluante donne envie de l'utiliser plus. Je vous jure, c'est pas facile de lutter contre cet effet rebond et pourtant être écolo, c'est privilégier ces autres moyens précités, même si notre voiture électrique dégage très peu de CO2 à l'utilisation. Si je résume ces 2 dernières astuces, une voiture électrique, oui pour substituer à un usage fossile, pas pour substituer du transport en commun vélo par des véhicules électriques, même légers,
comme les amis qu'on voit fleurir devant certains lycées. Voilà, c'était 10 astuces que je vous propose pour utiliser votre voiture électrique de façon plus écologique. Si vous avez d'autres idées, partagez avec la communauté en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à liker, c'est pour l'algorithme tout ça. Et bien sûr, il y a un Tipeee pour l'écologie efficace. Allez, tchuss! Bon, on est quand même d'accord que même avec une voiture électrique, Prost aurait été meilleur que Senna. Oh le boomer, il parle de Prost et Senna.